comment a-t-on pu passer de ça à ça? Cette ville, c'est Bassoura, ou Basra en arabe. Située tout au sud de l'Irak, à proximité du golfe Persique, elle compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Seulement, depuis des décennies, Basra connaît des problématiques majeures, à commencer par la pollution, dont vous voyez ici les effets les plus apparents. Les canaux de la ville sont littéralement engorgés de déchets. Plus que l'aspect visuel, c'est la santé de la population elle-même qui est mise en danger. Pas plus tard qu'en 2018, plus de 100 000 personnes ont afflué vers les hôpitaux, victimes d'intoxication. Mais s'il n'y avait que ça, avec les événements dramatiques qu'a connu l'Irak ces 40 dernières années, Basra n'a pas été épargnée. L'instabilité politique et militaire, couplée au mépris du gouvernement central de Bagdad, a bouleversé la ville. Les milices chiites font régner la loi et divers soulèvements ont éclaté, comme celui de 2018, faisant 25 morts. Sans compter, bien sûr, l'explosion de la pauvreté. Pourtant, dans le passé, Basra avait un tout autre visage, comme vous le constatez à travers les façades de ces bâtiments que l'on appelle des moucharabiés ou chanachil en Irak, et qui rappellent le passé ottoman de la ville. Aujourd'hui, ces maisons s'abîment dangereusement et doivent être impérativement rénovées. Parce que oui, avant, Basra ne ressemblait en rien à tout ça. Avec ses canaux, on l'appelait au 19e siècle la Venise du Moyen-Orient. Et les Britanniques s'y étaient implantés. Tandis qu'au Moyen-Âge, au début de l'islam, elle comptait parmi les 5 villes les plus importantes de tout le monde musulman. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment expliquer le déclin de Basra? Alors je sais, vous allez me dire, non mais Romain, c'est facile, tout le monde le sait, il y a eu la guerre contre l'Iran dans les années 1980, puis l'invasion de 2003, la guerre contre l'État islamique, etc., etc. Alors oui, c'est vrai, mais ça c'est qu'une partie de l'équation. En réalité, il y a beaucoup plus de facteurs qui entrent en jeu, et malheureusement, les problèmes sont beaucoup plus profonds. Ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de revenir dans le temps pour découvrir l'histoire de cette ville. L'histoire de Basra commence à la fin des années 630. À cette époque, les armées musulmanes déferlent sur la Syrie et l'Irak. Rapidement, elles conquièrent le sud-est de la région, dont la ville d'El Ouboula. C'est précisément à cet emplacement, à quelques kilomètres de l'ancienne ville sassanide, que les premières fondations de Basra ont été posées. Même si les événements et la datation sont assez troubles, la ville devrait sa naissance à un des compagnons du prophète Muhammad, Utba ibn Ghazwan, entre 637 et 638. Grâce à sa localisation, l'avant-poste de Basra facilite la conquête des régions plus à l'est, des territoires correspondant à peu près à l'Iran actuel. Ce qui signifie qu'à la base, Basra n'est pas fondée pour devenir une ville. Elle est avant tout un camp ou une garnison où les guerriers s'installent, ce que l'on appelle en arabe un misra. Du fait de ce statut, durant les premières années, il n'y a pas de maison, mais simplement des huttes en roseau que l'on monte et que l'on démonte entre chaque expédition. Même la mosquée est construite de cette manière. Et en fait, ce n'est que vers la fin de la conquête, au cours des années 640, que l'on utilise des matériaux durables. La mosquée abandonne ses roseaux pour de la brique crue, tandis qu'il faut encore attendre 20 années supplémentaires pour voir émerger les premiers bâtiments en pierre ou en brique cuite. Ceci notamment grâce au gouverneur Ziyad ibn Abihi, qui a gouverné entre 664 et 673. Rapidement, la ville commence à croître. Des premiers quartiers voient le jour, dont un centre commercial, et des populations diverses s'installent à Basra. Alors pour vous donner une idée de l'évolution de la ville, même si les chiffres restent flous, Basra serait passé d'environ 1000 habitants en 640 à environ 50 000 en 657. 150 ans plus tard, ce chiffre serait monté au minimum à 200 000 personnes. Donc Basra s'est développée de manière fulgurante, je pense qu'on peut le dire. En quelques décennies, elle représentait l'une des principales cités du monde musulman. Et imaginez qu'à peine 20 ans après sa création, elle joue déjà un rôle politique majeur. Car au cours de la guerre civile, qu'on appelle la fitna, au sein de laquelle les musulmans se sont entretués, l'une des 2 batailles majeures s'est déroulée près de Basra. C'est la fameuse bataille du Chameau où Aïcha, l'épouse du prophète Muhammad, ainsi que certains de ses compagnons, ont affronté les troupes d'Ali ibn Abi Talib, le cousin et le gendre de Muhammad. Par la suite, la ville a pris part à différentes révoltes contre le califat omeyyade, que ce soit celle d'Ibn al-Ashas en 701 ou d'Ibn al-Muhallab en 719. Mais ça, ce n'est pas le plus intéressant. Là où Basra brille, c'est plutôt dans les domaines intellectuels et religieux.
car au début du 8e siècle, la ville concentre une foule de savants, de mystiques et de philosophes, un foyer où l'on conduit de grandes réflexions sur l'islam et où l'on transmet des récits et des textes importants. C'est le cas de la tradition prophétique des hadiths, le récit des paroles et des actes du prophète Muhammad. Dans ce domaine, l'un des principaux représentants de Basra est Anas ibn Malik. Plus d'une centaine de ces traditions se retrouveront au siècle suivant dans le célèbre Sahih d'Al-Bukhari. À Basra, philosophie et religion s'entremêlent, ce qui nourrit des débats nouveaux comme la question du libre arbitre. Est-ce que l'homme est vraiment le seul maître de sa destinée et de ses actes, ou bien son avenir est-il uniquement dicté par Dieu? Autre question, le Coran est-il créé? Fait-il partie de l'essence de Dieu ou bien s'apparente-t-il au reste de sa création? Des questions complexes et bien sûr on ne va pas rentrer ici dans les détails. Basra a donc été le foyer de pensées originales, des pensées qui gagneront ensuite en ampleur au cours du 9e siècle. D'ailleurs pour tout vous dire, c'est dans cette ville qu'est né le mouvement Mu'tazilite avec des figures comme celles de Wassil ibn Atta ou d'Amr ibn Ubayd. Dans le même temps, Basra devient le berceau de la mystique musulmane, l'ancêtre du soufisme en quelque sorte. De noms reviennent souvent ceux d'un homme, Hassan al-Basri, et d'une femme, Rabia al-Adawiya. Et j'ai envie de vous dire, s'il n'y avait que ça, car c'est aussi dans cette ville que des intellectuels commencent à étudier la langue arabe, à développer la poésie et, pour la toute première fois, la grammaire. C'est le cas de Sibawayh, considéré comme l'un des précurseurs de la discipline, ou encore d'Al-Jahiz. Mais comme si tout ça ne suffisait pas, Basra a aussi été un pôle économique majeur. Il faut dire aussi que son emplacement aide pas mal les choses. D'un point de vue terrestre, elle est située sur les routes caravanières d'Arabie, ainsi que sur l'itinéraire du pèlerinage à la Mecque. Tandis que sur le plan maritime, sa proximité avec le Shatt al-Arab, formé par la jonction entre l'Euphrate et le Tigre, la relie à la fois au nord de l'Irak et au golfe Persique, ce qui lui ouvre alors des perspectives vers l'océan Indien et l'Asie orientale. Reste que Basra n'aurait pas été la ville commerciale par excellence, parce que du côté maritime, le fait de ne pas se situer sur la côte, mais près d'un fleuve et à plus de 50 km du golfe Persique, eh bien ça complique pas mal l'arrivée des navires, et notamment des gros navires. Ceci d'autant plus que les bateaux auraient préféré charger ou vendre leurs marchandises davantage en amont au port de Siraf, bien plus accessible. Mais Basra s'est quand même bien enrichi grâce au commerce. L'un des produits phares de la ville, ce sont les dattes, avec la culture massive des palmiers permise grâce à la présence de fleuves et de zones marécageuses dans le nord de la ville. Et puis, il y a aussi l'artisanat, la production de tissus, mais surtout la céramique à partir du 9e siècle, avec des objets raffinés disséminés un peu partout en Orient et que l'on retrouve même jusqu'en Chine et au Japon. Bref, apparemment, Basra, c'est une ville merveilleuse. On peut s'y reposer tranquillement au bord du Shatt al-Arab, écouter la fine fleur de la poésie, lire la meilleure littérature de l'époque et participer aux débats philosophiques et religieux les plus grandioses du moment, tout en mangeant les dattes les plus succulentes du monde. Bon, vous imaginez bien, derrière la carte postale, en réalité, tout n'est pas aussi rose. Pire encore, on retrouve même parfois les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, à commencer par l'approvisionnement en eau de la ville. Car en étant situé à proximité du désert, mais aussi à une vingtaine de kilomètres du Shatt al-Arab, eh bien, faire venir de l'eau à Basra, c'est très loin d'être facile. Et donc, dans les premiers temps, les habitants doivent parcourir 40 km aller-retour pour chercher de l'eau. Alors vous imaginez bien que ça devait être quand même assez chiant. Donc dès les premières années, les gouverneurs de la ville ont tenté de creuser des canaux pour faire venir l'eau à proximité de la ville. Très bonne idée. Mais le problème, c'est que ces canaux se bouchent. Alors on en construit un second, puis un troisième, mais on a toujours le même souci, car les sédiments charriés depuis le fleuve ou les marais du nord bloquent le passage de l'eau. Alors on pourrait très bien les enlever, mais cette opération qu'on appelle le dragage de manière technique, eh bien elle est extrêmement pénible. Et puis, même sans ça, de toute façon, l'eau est quasiment imbuvable. Parce que oui, comme aujourd'hui, elle est hyper concentrée en sel. Ce qui fait dire à un auteur du Xe siècle que l'eau de Basra est maladive et jaunâtre. Elle est si mauvaise qu'à cette époque, on la fait même venir par bateau. En résumé, pendant quasiment 200 ans, entre la fin du 7e et le milieu du 9e siècle, Basra a été l'un des pôles majeurs de l'Orient musulman. Et ce, sur quasiment tous les plans. Mais à partir de là, les choses vont clairement se gâter, avec d'abord une très grande instabilité politique et militaire. En moins d'un siècle, entre les années 820 et 920, 3 révoltes majeures ont embrasé le territoire. Celle de population indienne, les Houths,
puis d'esclaves noirs est-africains, les Zenj, celle-ci étant d'ailleurs la plus dévastatrice de la région. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo, je vous mets le lien juste ici. 50 ans plus tard, un autre groupe prend les armes contre le califat abbasside. Il s'agit des Karmates, des chiites ismaéliens établis sur la côte est de l'Arabie. La menace est telle qu'ils sont allés jusqu'à mettre le siège devant la capitale, Bagdad, et ont failli prendre la ville. En parallèle, le calife abbasside décline. La région commence alors à se morceler en provinces semi-autonomes, tandis que l'Irak abandonne sa place centrale au profit du Levant et du monde méditerranéen. Tout cela impacte directement Basra. La ville aurait donc commencé à mourir à petit feu. Quant au coup de grâce, il arrive 3 siècles plus tard, lorsque les armées mongoles menées par Hulagu déferlent sur la région. En 1258, Bagdad est prise et le calife Al-Mutassim exécuté. Si la ville aurait été fortement endommagée, le reste du territoire a probablement été en partie dévasté. À partir de là, on n'a quasiment plus aucune information. Car en réalité, au fil du temps, la ville s'est déplacée. D'ailleurs, ça aurait dû vous interpeller de savoir que les habitants devaient faire 20 km pour trouver de l'eau potable. Parce que si aujourd'hui la ville est adossée au châtel arabe, avant elle se trouvait à l'intérieur des terres. Basra a donc été abandonnée, puis reconstruite un peu plus au nord. À partir du XVe siècle, une nouvelle ère s'ouvre enfin. Sur le plan économique, Basra redevient un acteur important du commerce maritime asiatique. Les navires marchands connectent alors l'Égypte, la péninsule arabique, le golfe Persique et l'Inde. Dans ce système, Basra retrouve sa place de port intermédiaire. La circulation s'effectue le long des côtes du Yémen avec le port d'Aden, puis d'Oman avec Mascate, avant d'arriver dans le sud de l'Irak. Le timing étant crucial par rapport au vent de mousson, les navires rejoignent Basra vers le mois de juillet. Là, ils embarquent les richesses de la ville, puis repartent avant octobre. Ils suivent les côtes iraniennes avant d'atteindre les régions indiennes du Sindh, du Gujarat, du Malabar ou encore du Kéral. Sur place, ils vendent leurs produits et achètent une multitude d'épices, de gommes et de tissus. Une fois bien chargés, les navires font demi-tour et réalisent le chemin inverse au cours de l'hiver. Dans ce système, plusieurs facteurs ont permis à Basra de devenir un port d'importance. D'abord, à partir de 1546, la ville devient ottomane. Alors pourquoi ce changement important? Parce que tout simplement, pour l'Empire ottoman, Basra constitue alors le débouché le plus direct vers l'océan Indien. Mais surtout, la ville profite de l'arrivée d'un nouvel acteur dans la région, cette fois-ci européen, j'ai nommé les Portugais. En plus de vouloir développer leurs réseaux commerciaux en Inde, ils commencent à s'implanter dans les territoires en amont, à l'image d'Ormuz, dont ils s'emparent en 1507. Ce changement profite pleinement à Basra. Désormais, la ville s'intègre dans des liens d'échange est-ouest, connectant l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. À partir de Basra, les produits partent vers Bagdad, puis Alep, Tripoli ou Damas, avant de rejoindre les marchés européens. Donc pendant plus d'un siècle, Basra est redevenue une ville florissante et un des ports principaux de l'Orient. Alors qu'elle compte moins de 20 000 habitants à la fin du XVIe siècle, en quelques décennies, ce chiffre triple quasiment pour atteindre 50 000 habitants en 1650. Basra a donc retrouvé une partie de son rayonnement passé. D'autant qu'aux Portugais s'ajoutent aussi dans les années 1640 les Anglais et les Hollandais avec leur East India Company. Une nouvelle ère s'ouvre alors pour Basra. Seulement, au milieu du XVIIe siècle, Basra rencontre de multiples problèmes, des obstacles qui s'accumulent et finissent à nouveau par amorcer son déclin. Sur le plan politique et militaire, la ville est en proie à une instabilité constante. Régulièrement, les autorités locales se soulèvent contre le pouvoir ottoman et les tribus arabes de la région pillent les caravanes et les navires marchands. La population doit alors subir à la fois la répression turque, mais aussi la menace des Safavides d'Iran qui s'emparent de la ville en 1697. S'ajoute à cela aussi un environnement difficile, propice à l'irruption de maladies. C'est ce qui se passe en 1690 lorsque la peste ravage Basra. De nombreux habitants y auraient succombé, tandis qu'une partie des survivants ont définitivement fui la région. Avec tous ces événements, la ville entre dans un nouvel état de convalescence. Celui-ci va durer pendant environ un siècle et demi, un temps durant lequel on a très peu d'informations sur le devenir de Basra. Et puis, la ville réémerge ensuite au cours du 19e siècle. Avec le soutien des Britanniques, le pouvoir ottoman décide de rénover les infrastructures de la région. Grâce aux nouveaux réseaux routiers, ferroviaires et maritimes, Basra se connecte au reste du pays, dont Bagdad, et de là à d'autres capitales comme Istanbul. Dans le même temps, le commerce connaît un nouvel essor, en partie à travers la présence anglaise. Présents en Inde et en Oman, les Anglais gèrent les échanges maritimes entre Asie et Golfe Persique,
faisant de Basra un point clé du système. Un réseau se met alors en place, connectant Bombay, Bagdad et Londres. C'est dans ce contexte que Basra connaît un nouvel essor, même s'il est quand même sans doute plus timide que les précédents. Des marchands et officiels anglais s'installent en ville, les canaux et les routes sont rénovés, et peu à peu, Basra se pare d'un charme particulier, avec ses bateliers, ses belles demeures ottomanes ou coloniales, et cette atmosphère si inspirante, l'ambiance qui règne dans la ville irakienne n'est pas sans rappeler celle d'une autre ville bien plus célèbre. Et ce n'est pas pour rien qu'à partir du milieu du 19e siècle et jusqu'aux années 1970, Basra gagne le surnom de Venise de l'Orient. Et voici ce que l'on trouve aujourd'hui au même endroit. In addition, there is pollution being produced in Basra and further upstream. Franchement, je sais pas vous, mais ça fait mal au cœur. Alors, comment est-ce possible? Quels événements expliquent ces changements? Pourquoi, depuis les années 1970, Basra a-t-elle subi une telle déchéance? Et si ce terme vous paraît fort, en réalité, il est même trop faible. Parce que non seulement la pollution de Basra a empoisonné des milliers de personnes, mais la ville demeure gangrénée par une instabilité sociale, économique et politique considérable. Les conditions de vie se dégradent, le gouvernement central est impuissant ou pire, corrompu, et les milices chiites n'hésitent pas à faire régner leurs lois. Face à une telle situation, la population se trouve désemparée. Ces 20 dernières années, des manifestations ont eu lieu à diverses reprises, mais elles se heurtent le plus souvent à la répression ferme du gouvernement. Le tir à balles réel n'est pas rare, et les morts non plus. Entre juillet et septembre 2018, on compte 25 personnes tuées au cours de ces protestations et les blessés se comptent par centaines. Donc, je repose la question. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, on va encore devoir revenir dans le passé. L'un des premiers événements majeurs a lieu il y a plus d'un siècle, en 1918. Alors vous voyez où je veux en venir, c'est la fin de la Première Guerre mondiale et surtout la défaite de l'Empire ottoman. 2 ans plus tard, la Grande-Bretagne disposait d'un mandat lui permettant d'administrer temporairement la région. Refusant une telle situation, une partie des populations, notamment chiites, se sont révoltées contre le nouveau pouvoir. Peu après, les Britanniques ont constitué un gouvernement arabe d'ascendance hachémite et surtout sunnite, avec à sa tête le roi Faisal Ier. Cette décision cause un premier problème, car ce nouveau pays qu'est l'Irak est composé majoritairement de musulmans chiites et dans une moindre mesure de Kurdes. La population majoritaire devient donc minoritaire d'un point de vue politique. Mais à cette première fracture s'ajoute une seconde fracture, la prise de pouvoir par Saddam Hussein en 1979. Avant cette date, il a été pendant 11 ans le vice-président de son cousin Ahmed Hassan al-Bakr. Mais en réalité, c'est lui qui tient les rênes du pouvoir. Avec son mouvement, le Parti Baas, et grâce à l'argent du pétrole irakien, il devient le seul et unique leader du pays, disposant d'une immense force de frappe. S'appuyant sur ses ressources, il décide de museler toute opposition, à commencer par les partis chiites, alors en pleine croissance dans les années 1970, à l'image du parti Dawa. Durant la seconde moitié de cette décennie, il s'en prend violemment aux chiites, quitte à multiplier les exécutions, comme celle du fondateur du parti Dawa, Mohammad Baqir Sadr, ainsi que de sa sœur en avril 1980. 5 mois plus tard, 1 an après son accession à la présidence, il attaque son ennemi et voisin, l'Iran de Khomeini. Résultat, des centaines de milliers de morts de chaque côté et des divisions entre sunnites et chiites encore davantage accentuées. Située à la frontière entre les deux pays, Bassora devient la cible des attaques iraniennes. Mais malgré sa population majoritairement chiite, il faut le rappeler, elle reste fidèle au pouvoir irakien. Et puis les tensions redoublent d'intensité après l'échec militaire de Saddam Hussein au Koweït entre 1990 et 1991. Vaincu par la coalition occidentale, le régime de Saddam se trouve dangereusement fragilisé et des insurrections chiites embrasent 15 des 18 provinces irakiennes. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont tuées sans qu'aucun pays occidentaux, États-Unis en tête, ne daigne élever la voix. Les événements des 25 prochaines années contribueront encore un peu plus à la déstabilisation du pays, avec l'invasion occidentale en 2003 suivie de la chute de Saddam Hussein, débouchant elle-même sur 4 années de guerre civile entre 2004 et 2008, faisant à nouveau des centaines de milliers de morts, puis la lutte, comme si tout ça ne suffisait pas, contre l'État islamique entre 2013 et 2017. Et bien avec tout ça, l'Irak en sort profondément meurtri. Et alors dans tout ça, qu'est devenu Basra? Eh bien, la ville a connu une lente agonie. D'abord parce que le pouvoir central a quasiment toujours ignoré Basra.
à cause entre autres de différents politiques et religieux. En tant que province chiite et bastillon du mouvement sadriste, le régime de Saddam Hussein bloque le développement de la ville. Cette dynamique, elle continue même après 2003 et la chute de Saddam, sur fond de rivalité entre partis chiites, et encore aujourd'hui, l'État irakien continue de mépriser Basra. Pourtant, rappelons-le, la province compte 3,5 millions d'habitants, soit environ 10% de la population totale du pays, et puis c'est également un des poumons économiques de l'Irak, grâce à son pétrole. En 2017, pour information, 70% du pétrole irakien provenait de Basra. La ville crée donc de grandes richesses. Et pourtant, rien de tout cela ne transparaît dans les rues, que ce soit sur les façades des bâtiments, et encore moins dans les canaux transformés en poubelles à ciel ouvert. Alors, à part cette ignorance de l'État central, d'où vient le problème? En réalité, toutes ces ressources sont ponctionnées par les nouveaux acteurs de l'Irak post-Saddam, à savoir les milices chiites. Depuis la fin du XXe siècle, elles prospèrent petit à petit jusqu'à s'imposer à partir de 2003 en participant au gouvernement transitoire du pays à travers d'une part l'ASRII et le parti Dawa. Ces milices deviennent si puissantes qu'elles commencent même à infiltrer la police et l'armée irakienne, jusqu'à représenter parfois les forces de l'ordre officiel. Une influence qui n'a fait que s'accroître au fil des années. Alors que les militaires étatiques ont été incapables de repousser les offensives de l'État islamique en 2014, les milices chiites, elles, appelées au combat par l'ayatollah Ali el-Sistani, ont réussi à contrer leur avancée, jusqu'à obtenir un succès définitif en décembre 2017. Seulement, en plus de leur importance politique, ces milices chiites sont divisées. Elles n'ont pas les mêmes objectifs, certaines sont directement affiliées à l'Iran, là où d'autres ne le sont pas, et puis chacune lutte pour détenir l'autorité. Et Basra souffre énormément de ces rivalités. Depuis une quinzaine d'années, ces affrontements sanglants entre milices chiites aggravent la situation locale. Fin 2005, les assassinats de membres adverses se perpétuent au grand jour, car la police, je vous le rappelle, est elle-même infiltrée par ces groupes paramilitaires. À cette époque, le chef de la police, Hussein el-Sad, avoue ne faire confiance qu'à un quart de ces hommes. Quelques mois plus tard, des heurts violents éclatent entre milices chiites et population sunnite. À la suite de l'attaque contre le mausolée chiite de Samarra en février 2006, des leaders et religieux sunnites sont assassinés à Basra, tandis que plus d'1 millier de familles auraient été contraintes à l'exil. Quant aux tensions entre milices chiites, elles se poursuivent encore aujourd'hui, parfois de manière vraiment dramatique. Pas plus tard qu'en septembre 2022, 4 militants ont été tués. Vous l'imaginez bien, toute cette instabilité politique et militaire contribue au déclin de Basra. D'autant plus que ces milices doivent se financer et graisser la patte de quelques clients. Et en étant à Basra, quoi de mieux que de détourner l'activité si fructueuse qu'est le pétrole? Alors pour vous donner une idée de l'étendue de la problématique, en 2005, 2 millions de litres ont été détournés chaque jour, soit environ 60 millions de barils par an, pour une perte située entre 2,5 et 4 milliards de dollars. Tout cela contribuant bien sûr à appauvrir encore davantage la population de Basra. Aujourd'hui, 32% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, avec uniquement 2 petits dollars par jour. Le taux de chômage frise les 30% et l'analphabétisme gagne sans cesse du terrain. Et puis, comme si tout ça ne suffisait pas déjà, eh bien, à ces problématiques s'ajoute celle d'une démographie en constante augmentation depuis le début des années 1990. En 1980, la ville comptait moins de 400 000 habitants. Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par 4, avec 1,5 million d'habitants. D'où la multiplication d'habitations informelles qui se comptent actuellement par dizaines de milliers. Et comme si tout ça ne suffisait pas encore, Basra doit faire face à une véritable catastrophe environnementale et sanitaire. À commencer par l'eau qui est complètement polluée. La faute aux déchets abandonnés par certaines entreprises et une partie des habitants, à l'industrie pétrolière, mais aussi à toute la pollution charriée en amont par l'Euphrate et le Tigre. En plus d'être contaminée, l'eau est aussi beaucoup trop salée. Une caractéristique ancienne mais aggravée par des événements récents, notamment les divers barrages construits par l'Irak et ses voisins, la Turquie et surtout l'Iran. Au cours des 10 dernières années, l'Iran a détourné 35 affluents essentiels pour l'Irak, dont les fleuves Karun et Karké qui rejoignent le Châtel arabe. En 2011, figurez-vous, pas moins de 152 projets de construction de barrages ont été approuvés par l'État iranien. De son côté, la Turquie a elle aussi obstrué les cours des fleuves Murat et Karasu, 2 affluents du Tigre. Résultat, le taux de salinité à Basra est anormalement élevé. On atteint 12 mg de sel par kilo d'eau, alors que la limite maximale a été fixée à 1,5. Seulement, de nombreux habitants n'ont pas les moyens de se payer des bouteilles minérales. Alors, vous l'aurez compris, leur seule option est de boire l'eau du robinet, une eau
empoisonnés. Et la conséquence est immédiate. À l'été 2018, les hôpitaux de la ville sont littéralement submergés. Ce ne sont pas moins de 120 000 personnes qui affluent vers les centres de soins. Et la plupart, bien sûr, ne pourront jamais être prises en charge. Quant au cancer, ils ont au moins été multipliés par 8 depuis les années 1990. Et encore, les chiffres sont sans aucun doute sous-évalués. Mais sans doute le pire dans tout ça, c'est qu'à l'évidence, la construction de barrages par l'Iran participe d'une stratégie contre l'Irak, de même que l'électricité. En juin 2018, pour faire pression sur l'État irakien, l'Iran a tout simplement coupé la ligne alimentant Basra. En représailles, les habitants ont manifesté violemment contre les symboles de l'autorité iranienne. Les bureaux et les sièges des milicites ont été incendiés, de même que le consulat iranien, tandis que la foule criait « Iran dehors, Basra libre ». La ville irakienne de Basra souffre donc d'innombrables problèmes, d'autant que la catastrophe sanitaire vient s'ajouter à des services publics complètement dépassés, la faute à des finances publiques quasiment inexistantes. Et puis, au-delà même de la question de la pollution de l'eau, c'est aussi celle de son existence elle-même qui se pose. Car avec l'impact du réchauffement climatique, des études montrent qu'en 2040, ces deux fleuves historiques que sont le Tigre et l'Euphrate seront quasiment à sec. Dans ce cadre, est-ce que Basra pourra survivre? La question se pose. Néanmoins, je n'ai pas envie de finir avec vous sur une note négative. Alors on va remettre une petite touche d'espoir. D'abord vous dire que différents acteurs, dont l'UNESCO, tentent de préserver et de restaurer le patrimoine de la ville, notamment les anciennes bâtisses ottomanes. Et puis, certains habitants s'organisent pour rendre à Basra une partie de son aura d'antan, en particulier à travers la culture. Enfin, dans cette vidéo, je vous ai surtout parlé des habitants comme d'une foule anonyme. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette foule, il y a aussi des êtres humains, des personnes comme vous et moi qui ont leurs moments de joie et leurs moments de tristesse. Et ça finalement, vous ne le percevez pas dans une vidéo comme celle-ci. Donc, du coup, comme l'Irak et Basra sont ouverts au tourisme, vous pouvez aller à la rencontre de ces habitants grâce aux vlogs postés sur YouTube. C'est aussi ça la magie de YouTube. Donc, je vous ai mis quelques recommandations de vlogs dans la description, mais attention, la majorité reste quand même en anglais parce que des touristes qui partent en Irak et à Basra, forcément des Français, il y en a très peu. Et puis si vous souhaitez mieux comprendre l'islam et l'histoire arabo-musulmane, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Vous recevrez un mail chaque semaine, soit le mercredi ou le samedi, où je vous parlerai également des programmes que je crée en parallèle de YouTube et des projets à venir. Et pour vous inscrire, ça se passe dans le premier lien en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous trouvez juste au-dessus de moi une petite vidéo qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo autour de vous, c'est le plus important. Et quant à nous, on se retrouve très vite. Et jusque-là, portez-vous bien.